Et oui, de retour, elles sont installées avec nous sur ce plateau et le sujet est annoncé. On parlera aujourd'hui de la prise en charge transfusionnelle de la drépanocytose et bien sûr partager aussi l'expérience d'une malade de drépanocytose, hélas, mais elle nous donnera aussi des notes d'espoir. C'est ce qu'on espère pour toutes les personnes ici. Bonjour mesdames, bienvenue sur le plateau de la matinale. D'entre-deux jeux, on aimerait peut-être se diriger vers le docteur. Bonjour docteur, et savoir ce que c'est que la drépanocytose en termes médicaux. Merci. Bonjour à tous. Bonjour madame. Ce matin, nous allons parler un peu de la drépanocytose. En fait, la drépanocytose est une maladie héréditaire, c'est-à-dire c'est une maladie qu'on acquiert de ses parents. Voilà. Donc, c'est une maladie à transmission autosomique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une expression c'est un gène. Il faut qu'il y ait l'expression majeure du gène pour que ça puisse se manifester. On peut avoir le gène déficitaire, mais en petite quantité, si je puis m'exprimer ainsi, mais ça ne va pas exprimer la maladie. Donc, si on prend le cas de deux parents, parce que drépanocytose, quand on parle de drépanocytose, on parle d'hémoglobine S. Voilà, l'hémoglobine, en fait, c'est la matière même du globule rouge. C'est sur cet élément que l'oxygène se fixe pour son transport dans tout l'organisme. Voilà, donc c'est à ce niveau qu'il y a la défaillance. Voilà. Donc on comprend aisément la provenance donc, de cette maladie, vous l'avez signifié, maladie héréditaire. Donc on va aller sur les symptômes. Comment est-ce que cela se manifeste? Les manifestations sont diverses et elles sont variées en fonction de l'âge du patient. Okay. Il faut dire que quand c'est le jeune enfant, on a ce qu'on appelle le syndrome pied-main. On a le dos des pieds et de la main qui sont enflés le plus souvent. Ça, c'est chez le nourrisson et chez le petit enfant. À l'âge de l'adolescence, on a aussi l'anémie qui est le signe qui accompagne cette manifestation. Et à l'adolescence, on a le plus souvent des douleurs osseuses et des douleurs articulaires. L'anémie accompagne toujours la maladie. Et tous ces symptômes-là ne sont pas, on va dire, dévolus à un malade en particulier. C'est diversifié selon les personnes, c'est ça? Oui, il faut dire que la drépanocytose, on a 4 formes majeures de la drépanocytose. On a deux formes anémiques et on a 2 formes non anémiques. Et on va venir sur ces différentes formes pour essayer de faire comprendre aux téléspectateurs comment cela se manifeste. Le temps de se diriger vers mademoiselle Fondio qui va nous partager ici son témoignage, pour ainsi dire, sur comment elle a appréhendé cette maladie du diagnostic jusqu'à ce qu'elle vive avec aujourd'hui. Bonjour. 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 Appréhender la maladie, je ne sais pas trop parce que c'est dès la naissance, déjà dès les premiers mois de la naissance qu'on a découvert la maladie chez moi. Et bon, il faut dire que la drépanocytose, c'est la maladie de la douleur, c'est la maladie de nombreuses crises. Vous vous rendez chaque fois à l'hôpital. J'avais l'impression que ma vie, c'était l'hôpital, que j'avais une maison là-bas. Mais c'est pas aisé pour un drépanocytaire de vivre avec cette maladie parce que ça a un impact sur toute la famille. C'est un impact psychologique, moral, financier, parce que la prise en charge coûte énormément cher. Et aussi le fait que ce soit toi toujours qui te rende à l'hôpital, ce soit pour toi que toute la famille soit mobilisée, c'est vraiment psychologiquement fatigant. Et vivre avec la drépanocytose, c'est un peu accepter cette maladie et essayer d'aller de l'avant parce que c'est une maladie handicapante et il y a de nombreuses complications avec lesquelles on doit vivre. Donc, on fait avec et chaque jour, c'est un combat pour nous. Chaque jour, un combat et donc une résilience pour tous ces malades-là. Donc, vous êtes vice-présidente de l'Association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Donc, une association qui existe depuis combien de temps?
Depuis 2005. Oui. 2015, pardon. 2015, okay. Depuis 2015, notre association est née et elle est née au sein même d'une unité thérapeutique où Dr Kwamenon exerce, voilà. Et c'est le regroupement de tous ces malades-là qui ont eu des complications et qui subissaient des échanges transfusionnels au sein de cette unité. On a décidé de se mettre ensemble pour parler de la maladie, pour s'entraider et pour sensibiliser sur la maladie. Parce qu'on se rendrait compte que, au fait, la drépanocytose, les malades drépanocyteux étaient laissés pour compte. Donc, il fallait qu'on se mette ensemble pour faire un plaidoyer. On rencontre de nombreuses difficultés à travers la maladie. Et si nous-mêmes, les personnes porteuses de cette maladie, nous n'en parlons pas, qui va le faire à notre place? Donc, on a décidé de s'unir pour pouvoir vraiment sensibiliser sur la maladie et faire des plaidoyers pour acquérir tout ce dont on a besoin pour mieux vivre avec cette maladie. Et justement, de par ce que vous êtes en train de nous dire ici, on va se diriger naturellement vers le docteur qui va peut-être disséquer un peu les 4 points évoqués à l'instant et puis nous aborder le sujet du traitement qui, ma foi, fait défaut aussi au regard de ce que Madame Fondio vient de nous partager. Et pourquoi? La drépanocytose, on a 4 formes majeures, comme je le disais tantôt. On a 2 formes anémiques et on a 2 formes non anémiques. Les formes SC et SAFA2 sont les formes non anémiques. La manifestation première de ces formes-là, ce sont des douleurs. Elle a dit tantôt, la douleur est le signe qui est partagé par tous les drépanocytaires. Et ce sont des douleurs qui sont vraiment atroces, difficiles à supporter. Et comment ils se manifestent, ces douleurs? Elles se manifestent par des douleurs, c'est des douleurs osseuses. Des douleurs osseuses et des douleurs articulaires. Quand un drépanocytaire est en pleine crise, il a du mal même à se déplacer. Et vraiment, tout ce qu'il recherche, c'est être soulagé. Okay. Être soulagé. Et voilà, donc les formes non anémiques SC et SAFA2, leur prise en charge, c'est calmer la douleur. Chercher à calmer la douleur. Ça, c'est le traitement de la crise. Mais il y a un traitement de fond qui est commun à tous les drépanocytaires. Et dans les formes anémiques, en plus de la douleur, on a les anémies qui sont récurrentes. Donc, il faut calmer la douleur et aussi apporter le traitement par la transfusion. Ce sont des perpétuels transfusés. Voilà. À quelle fréquence généralement? La fréquence, ça dépend du patient. C'est justement pour ça qu'il faut un suivi régulier de ces patients-là. Il faut les suivre pour pouvoir déterminer quel est le mode de suivi qu'on a pour chaque patient. Un patient peut être transfusé tous les mois, un autre patient peut être transfusé tous les 2 mois, mais c'est dans la surveillance qu'on arrive à pouvoir déterminer qui est suivi tous les mois, qui est suivi tous les 2, qui on transfuse tous les mois ou tous les 2 mois. Alors, docteur, on va rester un peu sur le mode de suivi. Oui. Il y a ces parents-là, comme elle a dit tout à l'heure, mademoiselle Fondio, eh bien, c'est à la naissance. OK, à la naissance, on découvre que notre bébé, il est drépanocytaire. Comment ça se passe à partir de cette étape-là jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un certain âge? Lorsque la drépanocytose est dépistée, le plus souvent, comme je vous le disais, c'est le syndrome PIEM1, surtout chez les enfants, où ça peut être les anémies à répétition et qu'on découvre de façon fortuite le plus souvent, parce que les parents, le plus souvent, ils n'ont aucun signe. Et c'est lorsqu'ils se marient, un parent, une mère qui est AS, un père qui est AS, quand ils se mettent ensemble, ils ont la possibilité de faire des enfants qui sont SS, AA ou AS. Les AS, 50%, les SS, 25% et les AA, 25%. Mais on peut se retrouver avec tous ces enfants qui soient SS. Parce que la sélection, elle est faite de façon au hasard. Voilà. Donc, lorsqu'on dépiste la drépanocytose, le mieux, c'est de faire un suivi mensuel. Vous prenez contact avec un service de prise en charge de la drépanocytose, vous rencontrez l'hématologue qui vous explique la maladie et on fait un suivi mensuel par des visites régulières.
Et au cours de ces visites-là, on détermine quel est le mode de suivi. Parce qu'il faut faire les visites régulières pour que le médecin puisse connaître et au fur et à mesure, on déterminera. Ils sont toujours en contact avec un médecin. C'est très important et on va revenir à Mademoiselle Fondio en corrélation avec le suivi et le traitement parce qu'elle nous a expliqué ici la difficulté même aussi pour pouvoir accéder au traitement finalement. À part ces difficultés-là, quelles sont d'autres difficultés que vous rencontrez et puis combien de membres vous revendiquez dans l'association finalement? Déjà, en termes de membres de l'association, nous avons plus de 200 membres. Ce sont des malades drépanocytaires ou thalassémiques avec leurs parents qui sont nos bénévoles. Donc, les difficultés, l'accès au traitement, voilà. Le docteur a expliqué qu'il fallait un suivi mensuel même au minimum. Est-ce que c'est aisé pour tout le monde et pour tous vos membres? Malheureusement, ce n'est pas aisé. C'est la plus grande difficulté que les drépanocytaires et thalassémiques rencontrent, c'est l'accès aux soins. Déjà, il faut le dire, hein, c'est l'accès aux spécialistes, même c'est assez focalisé sur la ville d'Abidjan. Alors que nous avons énormément de malades à l'intérieur du pays qui sont obligés déjà de se déplacer et venir suivre leur traitement régulièrement à Abidjan. Il y a le coût. Le coût, on évalue le coût environ mensuel à 35 000, sans les hospitalisations. Juste les médicaments et le suivi mensuel, 35 000 francs. Ce n'est pas donné à toutes les familles, surtout qu'il y a certaines familles qui ont malheureusement plusieurs enfants drépanocytaires à faire suivre. Du coup, c'est celui qui est en crise qui est suivi. Tous les enfants n'ont pas accès aux soins. Et on a des malades qui n'ont même pas la possibilité d'avoir accès aux soins, qui n'ont même pas la possibilité d'avoir le minimum même qui est l'accès à l'acide folique. Donc, c'est assez difficile pour nos membres, et d'où notre plaidoyer d'avoir une prise en charge gratuite et accessible pour nos malades. Bien sûr, et vous avez choisi le meilleur canal, donc, Matin Bonheur, et au sorti d'ici, nous savons que les choses vont aussi changer. Docteur, l'on insiste généralement sur la durée de vie d'un drépanocytaire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette durée de vie est-elle de mise au regard de l'évolution même de la science? Et puis, quelle est l'effectivité, qu'en est-il de l'effectivité de la prise en charge aujourd'hui? La durée de vie du drépanocytaire, je pourrais dire qu'avec les avancées technologiques qu'on a aujourd'hui, elle est superposable à la durée de vie, à l'espérance de vie d'une personne autre que drépanocytaire. Oui. Il suffit du bon suivi du patient. On a notre plus vieux drépanocytaire qui est décédé à l'âge de 75 ans, qui était suivi ici, il était pharmacien. Donc, il ne faut pas être limité par la maladie. Il y a de l'espoir. Ouais, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Seulement, c'est le suivi. Comme elle a dit tantôt, il faut être suivi. Et ce suivi-là a un coût. Il y a des avancées. Comme on en viendra tout à l'heure à la prise en charge de la transfusion, je vous dirai un peu plus sur les nouvelles technologies dont on dispose aujourd'hui au niveau du centre de transfusion pour une meilleure prise en charge des patients drépanocytaires. C'est très important et on va tout de suite même abonder dans cet aspect-là. Elle a parlé du traitement avec l'apport massif d'acide folique qui est du fer finalement pour pouvoir renforcer les globules. Et aussi, on a cette transfusion sanguine-là due à l'autre forme de drépanocytose. Partagez-nous, oui, les nouvelles techniques et puis après, expliquez-nous si c'est vraiment accessible sur tout le territoire. Et sinon, pourquoi? Il faut dire qu'il y a eu des avancées dans la prise en charge. Le traitement d'alors était basé uniquement sur la transfusion simple. Et depuis quelques années, nous avons commencé les échanges transfusionnels au niveau de l'unité de thérapeutique transfusionnelle du Centre national de transfusion sanguine. Cette unité est née depuis 2010. Et donc, depuis environ 3 ans, nous avons eu un appareil de cytaphérèse, qui est un appareil d'échange transfusionnel, qui consiste, en fait, c'est les globules rouges du drépanocytaire qui sont malades.
Donc, cela consiste à renouveler, en quelque sorte, le sang de ce drépanocytaire-là. On extrait les globules rouges et on lui fait une injection de sang par derrière, une transfusion par derrière. Donc, et avec l'appareil, on ne fait plus une extraction du sang total. L'appareil fait une centrifugation et n'extrait que les globules rouges et on fait une transfusion de globules rouges par derrière. Donc, dans ce genre de situation, on essaie d'améliorer un peu leur confort de vie. Surtout, il y a beaucoup de complications au cours de la maladie. Et si on arrive à avoir un patient qui se retrouve dans l'état d'un sujet AS, c'est-à-dire on diminue son taux d'hémoglobine S, les globules rouges malades, il pourra mieux supporter la complication et il pourra arriver à guérison beaucoup plus rapidement. Vous avez parlé d'amélioration. Merci déjà d'améliorer, comme vous l'avez si bien indiqué, donc la santé de ces personnes-là. Alors, on vient à vous, mademoiselle Fondio Maïmouna. Quelles sont, au sein de cette association, eh bien, les actions que vous avez déjà menées pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre? Déjà, nous organisons depuis 2016 la JULUD, qui est la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, qui se tient chaque 19 juin. Cette année, c'est en collaboration avec le ministère de la Santé et il y aura une conférence au sein Pas grave, il y aura une conférence. Voilà, voilà, au sein de Port-Boué. Port-Boué, voilà. Mais déjà, au niveau de l'association, nous avons les groupes de parole qu'on nomme Dréparole. C'est vraiment, on met en partenariat les professionnels de la santé et les malades pour vraiment pouvoir échanger sur la maladie, pour pouvoir être sensibilisés, pour pouvoir avoir l'expérience d'autres malades, pour pouvoir se permettre de mieux vivre avec la maladie, parce que déjà échanger sur sa maladie avec d'autres personnes qui comprennent mieux ce dont vous parlez, c'est déjà un soulagement pour les patients. Donc, nous avons les Dréparoles, nous avons aussi des rencontres trimestrielles avec nos membres. On organise la journée de la femme drépanocytaire et ça se tient le 8 mars, soit le week-end qui suit le 8 mars. Voilà. Donc, c'est un peu toutes ces activités-là que nous menons régulièrement pour pouvoir sensibiliser. Nous avons une page Facebook où nous faisons des articles, où nous publions des articles sur les différents problèmes rencontrés par les drépanocytaires. Donc, c'est assez important pour nous de mener cette sensibilisation-là. Et par derrière, nous faisons des plaidoyers au pouvoir public, voilà, aux députés, à toutes ces personnes, tous ces politiques qui peuvent, les décideurs qui peuvent faire changer les choses au niveau de la santé. C'est très important et c'est à féliciter pour les actions que vous menez dans le but d'alléger un peu les souffrances des personnes drépanocytaires. Docteur, je vais revenir sur ma question, insister. On a mademoiselle Fondio qui nous a bien précisé ici qu'il y avait une concentration ici, en milieu urbain, à Abidjan notamment, par rapport à l'accessibilité même du traitement efficace. Qu'en est-il des milieux ruraux? Comment ça se passe? Pourquoi il n'y a pas, selon ce qu'elle nous dit, il n'y a pas aussi de spécialistes à toucher facilement pour pouvoir se prendre en charge ou pouvoir se faire traiter? Il faut dire que les hématologues ne sont pas en si grand nombre. Oh. Voilà. Il y a le service d'hématologie du CHU de Yopougon qui prenait en charge les drépanocytaires, mais malheureusement, pour leur... Excusez-moi. Ce service est fermé pour des travaux au niveau du CHU. Donc, le CHU de Cocody prend en charge également les drépanocytaires. Pour pouvoir prendre en charge, on essaie d'étendre la formation au niveau des autres médecins pour que la prise en charge puisse se faire aussi dans les centres, dans les CHR et dans les hôpitaux généraux. Parce que tous les malades ne sont pas à Abidjan, finalement. Tous les malades ne sont pas à Abidjan. Nos patients sont obligés de se déplacer de l'intérieur pour venir jusqu'à Abidjan. Ouais. Les nouvelles technologies, malheureusement, pour toute l'Afrique de l'Ouest, je pourrais dire,
c'est le centre de transfusion qui n'a que cet appareil. Donc, et justement, cet appareil-là, excusez de vous interrompre, cet appareil a pour ainsi dire sa matière première, le sang. Oui, est-ce que le sang est accessible finalement? Parce que ça ne se fabrique pas le sang. Oui, ça ne se fabrique pas le sang. On essaie quand même d'aider nos patients autant qu'on peut. Et quand ils en ont besoin, ils en ont à chaque fois. Bien sûr. Et on vous souhaite vraiment plein de succès dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour tous ces malades drépanocytaires. Et à vous, mademoiselle Fondio, vice-présidente de l'association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Donc, on souhaite au sortir de Matin Bonheur que les choses puissent avancer. Et quels sont vos souhaits, justement, pour que ça avance? Voilà. Au fait, nous, dans notre plaidoyer, nous souhaitons vraiment qu'il y ait un programme national de sensibilisation sur la drépanocytose. Aussi, nous souhaitons que les dépistages se fassent systématiquement dès la naissance pour qu'on puisse faire une prise en charge assez précoce de l'enfant malade. Ça permettra aux drépanocytaires de pouvoir grandir avec cette maladie, d'être mieux pris en charge. Et pour être mieux pris en charge, on a besoin d'avoir eu accès aux soins à moindre coût et si possible, vraiment ça c'est une doléance, avoir un centre spécialisé pour la prise en charge totale du drépanocytaire parce que la drépanocytose affecte toutes les spécialités niveau santé. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes déjà au terme de cette émission. Donc, les bonnes volontés, vous avez suivi cette émission, vous avez compris, à vous de réagir. Alix, on a terminé pour ce jeudi. Tout à fait. Et c'est avec grand plaisir qu'on va vous retrouver demain vendredi pour terminer cette semaine en santé, on l'espère. Au revoir. Merci.